beaucoup et bonjour tout le monde. Alors, je remercie chaleureusement l'Instituto Humanitas Unicinos pour leur invitation, en les personnes de Guillermo Rodriguez, Thiago Novaes et Lucas Chardin. Merci également pour l'organisation de cette rencontre et également merci à Vanis Dresch qui me traduit aujourd'hui. J'aimerais vous soumettre une réflexion sur le rapport problématique de deux concepts tel qu'il émerge sur un cas d'application. Les concepts sont la subjectivité politique, d'une part, et la culture technique, d'autre part. Je proposerai, à partir de l'examen du cas de l'électro-hypersensibilité ou électrosensibilité, d'interroger les subjectivations politiques qui concernent un milieu technique, mais dont la dimension précisément politique se forge sur une mécompréhension de ce milieu que les électrosensibles s'efforcent, malgré tout, de connaître pour s'en protéger. Ce faisant, non seulement j'entends démontrer que la proposition que j'avais développée à l'occasion d'une réflexion sur le rapport à la technique des survivalistes occidentaux, selon laquelle toute réforme de nos subjectivités politiques qui n'intègre pas l'éducation et la construction d'une culture technique n'est pas une bonne réforme, est non seulement valable, mais qu'elle engage de la complexité. En effet, les électro-hypersensibles, qui défendent souffrir en présence d'ondes électromagnétiques, sont en un sens le versant négatif des survivalistes. Leur rupture est seulement partielle avec le monde industriel, et le motif de la dite rupture est moins l'argument rationnellement défendable de la fragilité d'un ordre qui fait la grille qu'il s'agit de quitter pour les survivalistes, que pour les électrosensibles donc, une expérience somatique de douleur, de sensation de brûlure, de maux de tête, où la rationalité invoquée par les électrosensibles n'est donc pas l'heuristique de la peur, mais elle est médicale. Elle part d'une souffrance réelle et locale et d'une assignation causale présumée qui n'a jamais été attestée, mais qui est portée par les électrosensibles organisés en association. Les différences entre les deux rendent le traitement de la question de l'éducation technique plus complexe à traiter. Je montrerai que pour s'appliquer à leur cas, il est nécessaire, sur le plan conceptuel, d'enrichir la notion commune de subjectivation politique et sur le plan pratique, non seulement d'accuser l'absence de formation des adultes vis-à-vis de la technique, sauf à être dans le métier, mais aussi d'expliquer les paradoxes de l'éducation technique aujourd'hui, puisqu'il s'agit par celle-ci d'espérer extraire les personnes de cette souffrance, mais aussi de la prévenir. Je précise que lorsque j'arriverai au cas Jean-Yves Sandret, il sera brièvement question de violences sexuelles faites à des enfants. Il faut l'avoir en tête. Je commence l'étude de cas. Better Call Saul, la série de Vince Gilligan et Peter Gould, diffusée de 2015 à 2022, narre les aventures de Saul Goodman, avocat qui aime un peu trop les raccourcis. Le frère de Saul Goodman, Chuck McGill, qui est à l'écran, est le personnage qui nous intéresse. Il est, quant à lui, un avocat rigoriste, patron du cabinet HHM, et Chuck souffre, selon lui, d'électrosensibilité. Il est également convaincu que son frère est responsable de la mort de son père et que son diplôme d'avocat est une usurpation. Bien que Goodman prenne soin de Chuck et ne le heurte pas dans sa pathologie, on constatera vite, à l'occasion d'une hospitalisation, que la symptomatologie et la sensibilité de Chuck n'ont guère à voir avec la présence d'électricité. La médecin, alors qu'elle lui parle et interroge sa sensibilité, allume discrètement un appareil. Voilà qu'il est allumé, alors même que McGill assure avec aplomb qu'il est éteint, car autrement, il l'aurait senti. La série donne à voir la nature psychologique
du trouble de Chuck que l'on peut confronter au discours qu'il développe, lui, au sujet de sa condition. Que Chuck soit le personnage atteint par ce type de rapport pathologique, puisqu'il en souffre, à une condition matérielle et technique de notre existence, nous permet en fait de balayer le mépris ordinaire avec lequel on peut juger les personnes qui tombent dans une forme ou une autre de complotisme ou de croyances fausses, à savoir qu'il s'agirait tout simplement de bêtises. Plus encore, on remarque que Chuck cristallise sur l'électricité en général plus qu'une simple défiance à l'égard des appareils. Pour Chuck, c'est une manière de négocier son rapport à son frère. Or, les exemples de ce titre ne sont pas que dans la fiction. En France, l'écrivain Jean-Yves Sandret publie par exemple Schtroumpf en 2013, où l'on peut lire, je cite, et c'est à l'écran: nous devons bien sûr aussi nous soustraire aux sources électromagnétiques. Donc, nous débarrasser de la cuisinière à induction, du téléphone DECT, c'est un téléphone sans fil, et lui substituer un filaire, proscrire le Wi-Fi et nous câbler, changer les ampoules à fort rayonnement, éloigner les ordinateurs des espaces de repos. Quant à moi, je ne toucherai plus à un portable qu'en cas d'absolue nécessité et équipé d'une oreillette. Mais je n'ai jamais apprécié la compagnie de ce bidule, terrible perturbateur des mœurs au détriment des plus douces, discrétion, courtoisie, ponctualité, perturbant outil de travail, instrument de loisir et de stress tout autant, pulvérisateur de propagande et maintenant reconnu comme bouilloire à micro-ondes portative. Et après 2 mois passés dans ma cage de Farfadet, l'erreur ici est délibérée, libre d'en sortir à mon gré ou de m'y confiner, puisque je détiens la clé de mon salut, le soulagement est mon nan quotidien. Comme l'ont montré Château-Renaud et Debase dans un article de 2010, si Sandret peut dire que les portables sont reconnus comme des bouilloires à micro-ondes portatives, c'est parce qu'en 2008, à la suite d'une alerte d'un ensemble de chercheurs coordonnés par David Servan-Schreiber est paru dans le Journal du Dimanche, un hebdomadaire de grande audience, les signataires font valoir, je cite, qu'un risque existe, qu'il, le téléphone portable, favorise l'apparition de cancers en cas d'exposition à long terme. Ce discours revigore une controverse sur les ondes qui court depuis les années 90 et fournit aux électro-hypersensibles une légitimation, sinon de la pathologie, au moins du risque, à laquelle Sandret se réfère ici. Toutefois, la souffrance de Sandret dépasse, me semble-t-il, la seule question du rapport à la technique. Pour le défendre, je propose à présent de lire ce texte à la lumière de la vie et de la lutte de l'auteur, celle d'un combat contre un professeur des écoles de l'Eure, un département de Normandie en France, dont il a découvert par une parent d'élève qu'il avait infligé des violences sexuelles à 38 enfants entre 1989 et 2001. Ces sévices avaient été jusqu'alors couvertes par la loi du silence et la mise en cause, trop courante, de la parole des enfants. Au cours de cette période, il souffrit notamment de l'absence cruelle du soutien de l'éducation nationale. L'ensemble est raconté dans 2 ouvrages, Les jouets vivants, qui paraît en 2005, et Dans le corps enseignant, qui paraît en 2007. Or, en lisant Schtroumpf, on remarque que l'épiphanie qui lie les symptômes dont il souffre et la condition d'électro-hypersensibilité est immédiatement rapportée au souvenir qu'il a de cette affaire. On prend les électrosensibles, comme les enfants de Sandret à l'époque, pour des fous, en dépit des témoignages, des faisceaux d'indices, des empreintes. Les discours des électrosensibles en attestent. Les témoignages, portés par l'association Robin des Toits,
Ceux de l'Association européenne des électro-hypersensibles sont autant de faisceaux d'indices qui attestent d'une souffrance qui n'est pas entendue. Cette souffrance, elle rejoue, elle rejoue simultanément toute la scène de l'affaire de l'enseignant criminel, cette fois avec la possibilité pour Sandré de porter une histoire qu'il vit aussi et de rejouer l'expérience de la délégitimation de la parole, la rejouer pour la comprendre. Je le cite. Ainsi, c'est à l'écran, pour s'assurer de pouvoir chercher longtemps encore, certains se vantent sans vergogne de ne rien trouver depuis 15 ans. Et à leur propos, mon verdict a vite été sans appel. Ils ne sont payés qu'à communiquer, qu'à répandre en 3 ou 4 G la bonne parole de leur bailleur de fonds. Cependant, avant de me faire matelot sur la nef des fous, j'avais un impérieux besoin de lire et d'entendre davantage ceux qui, chaque jour plus nombreux à travers le monde, témoignent de souffrances, pour une part courante et pour une autre insolite, mais qui ont en commun un mode d'apparition et de développement spécifique avec un enchevêtrement très particulier de symptômes dont l'évolution est d'une exceptionnelle singularité, souffrance à l'évidence infligée par un prédateur nouveau qui se dénonce par son mode opératoire. Et peu à peu, à force de découvrir des récits de descente aux enfers aux parentés indéniables et d'y reconnaître invariablement les chapitres de ma propre histoire, leur répétition quasi fastidieuse était devenue lumineuse, et j'avais lu en moi les caractères gravés à ses débuts par cette maladie-là, l'électrosensibilité. Les champs lexicaux, ici, ne trompent pas. Les souffrances infligées par les ondes sont celles infligées par un prédateur qui se dénonce par un mode opératoire. C'est une terminologie qu'il utilisait juste un peu plus haut dans le texte de Sprung pour parler de le chien, le tortionnaire des enfants de l'heure. Je cite encore: dans les nombreux récits que j'avais recueillis à propos des mœurs de l'instituteur le chien, j'identifiais les traces, même ténues, du mode opérationnel du violeur le chien, les empreintes d'une prédation pédophile qui n'était pas que générique, qui ressortissait d'un prédateur particulier. L'histoire de ces enfants, les enfants victimes de l'enseignant, est d'abord l'histoire d'une parole qui ne fut jamais reçue. De même que la parole des électrosensibles, qui s'exprime cette fois dans le corps même de Sandré, est la parole jamais reçue de l'expression d'un mal-être, une communication qui rate. Or, c'est bien sur la 3G et la 4G, sur les portables et sur les technologies de la communication, que le texte de Sandré et sa symptomatologie se développent. Sandré reçoit de surcroît son épiphanie d'un collectif extérieur, les associations d'électrosensibles, notamment l'association Robin des Toits. Or, l'organisation encore associative, l'acquisition de témoignages, les procès intentés aux opérateurs ou à l'État et les effets du principe de précaution sur l'espace social et les modes de vie sont palpables dans tous ces exemples. Et tout cela constitue des domaines dans lesquels se joue une subjectivation politique, un passage de l'individu au collectif et un passage du fait au droit. Cette subjectivation, selon nous, a un effet paradoxal, c'est-à-dire un double effet. D'abord, on peut faire l'hypothèse que l'absence de culture technique rend possible ce genre d'investissement passionnel du milieu technique. Cette absence de culture n'est pas ridicule pour autant. Le déploiement des téléphones portables précède la connaissance par le corps médical des risques que leur usage pourrait causer. Ensuite, quiconque s'auto-diagnostique électro-hypersensible s'engage dans un processus de cartographie des zones d'émission d'ondes. Il ou elle doit se renseigner sur l'espace dans lequel il ou elle peut souffrir.
et cela produit du renseignement, de la connaissance, au moins autant que de la désinformation, sur les conditions matérielles de possibilité de nos sociétés. Et étonnamment, cela offre aux personnes embarquées dans ce combat et dans cette symptomatologie une idée géographique, spatiale, de la réalité de la société, de l'information et de la communication. Enfin, à la lumière de l'article déjà cité et présent à l'écran de Château-Renaud et de Base, on remarque que la condition d'électro-hypersensible dépasse pour son envergure la simple question du rapport d'ignorance ou de connaissance du fonctionnement des objets techniques. L'insertion de l'humain dans son milieu technique et dans son milieu symbolique, dans cette insertion se joue un parallélisme qu'il convient d'interroger. La constitution des électrosensibles en association, l'aval variablement accordé de la communauté scientifique et l'effet de la diffusion médiatique de l'information dans l'apparition des symptômes permettent ici de saisir que la culture technique et la connaissance technique engagent plus qu'elles-mêmes. Il y a bien une forme de subjectivation politique dans cette dynamique, quoiqu'elle conduise dans une impasse et réoriente les comportements individuels vers de fausses solutions techniques et des marchés de produits frauduleux. Cette subjectivation politique est le processus de soins commandé par l'état de ces personnes qui souffrent implique de la conflictualité. Leur conflit vis-à-vis d'un ordre technosocial et discursif est le conflit engendré par le processus d'extraction de ces personnes à l'égard de leurs croyances. Il faudra en passer, par exemple, par un dialogue douloureux, par une forme de confrontation. Le concept de subjectivation politique, sous son acception traditionnelle, ne permet pas immédiatement d'inclure cette complexité de la condition technosociale. Il est donc nécessaire d'apporter quelques clarifications sur le montage que je propose ici. Introduire donc la notion de subjectivation politique dans le cadre d'analyse fournie par la philosophie de Simondon n'est, il faut d'abord le dire, pas chose aisée. Si Simondon est un penseur du déphasage, de l'inadéquation des choses par rapport à elles-mêmes ou à d'autres, il n'est pas un penseur du conflit. Ainsi, pour lui, la subjectivation, le devenir sujet ou l'instauration d'une nouvelle cohérence entre soi et les choses est la résolution d'un problème. Cependant que la subjectivation politique, chez des penseurs comme Foucault ou Rancière par exemple, repose sur la conflictualité, où c'est la conflictualité qui est subjectivante. J'entends par là qu'il ne s'agit pas de découvrir une compatibilité nouvelle pour un être et son milieu, mais de se découvrir incompatible avec un ordre symbolique et politique avec lequel il n'est absolument pas question, ne serait-ce que d'essayer de se rendre compatible. Chez Foucault, dès l'usage des plaisirs, la subjectivation est une transformation du rapport à soi, d'où émerge un nouveau sujet de l'expérience, où celle-ci est définie par, je cite, la corrélation dans une culture entre domaine de savoir, type de normativité et forme de subjectivité. Ce nouveau sujet de l'expérience, valable pour un temps, peut exister comme promu ou comme réprimé. C'est sur ce point qu'insiste Rancière, qui définit quant à lui le processus de subjectivation politique comme un processus de reconfiguration du rapport à soi qui engage une liberté ou une autonomie vis-à-vis des normes, des assignations, des ancrages sociaux et qui suppose la genèse d'un collectif porteur d'un conflit. C'est cette question du conflit qui est centrale, car le conflit chez Rancière a une dimension maïeutique. Le conflit donne vie à un collectif. Chez Rancière, ce sera notamment donne vie à un peuple. Cette subjectivation politique n'est pas solidaire chez Foucault ou chez Rancière d'un milieu
ou d'une condition technique particulière. Si par technique, on entend un peu plus qu'un ensemble de méthodes dont l'environnement matériel ne serait que l'exécution, selon une approche intellectualiste du plan de l'esprit vers le monde matériel, où il s'accomplit. Ce que je retrouve pour ma part un peu trop chez Foucault. Or, pour penser la subjectivation politique de la communauté des électrosensibles, il est nécessaire de penser les processus de subjectivation de manière plus large, avec non seulement les techniques de gouvernement, mais tout le milieu qui fait la culture matérielle d'une communauté donnée. Le rapport de cette communauté à sa culture matérielle est déterminant car il est subjectivement. Là se joue ce qu'on peut appeler une voie de subjectivation qui coexiste avec d'autres voies selon un modèle polyphonique. Pour penser cette polyphonie, on a besoin non plus de Foucault, non plus de Rancière, mais de la notion de subjectivation politique de Guattari en particulier. Guattari qui n'a de cesse de préciser que les voies de subjectivation sont toujours plurielles et parallèles. Ces voies sont autant de points d'articulation d'une fonction d'universalisation par laquelle la subjectivation se dépasse elle-même et s'institue dans un rapport avec un ordre sémiotique majeur, et une fonction d'individualisation par laquelle notre subjectivation nous concerne et force un mode mineur. Le point d'articulation est donc dans le conflit et le déplacement vis-à-vis de l'ordre sémiotique et des modes de vie dominants, sachant par ailleurs que certaines voies de subjectivation peuvent être imposées de l'extérieur, je cite, par la puissance des médias combinée à celle des armes. Je le précise pour qu'on ait en tête que subjectivation n'est pas un concept dont la normativité est immédiatement positive chez Guattari. Entre Rancière et Guattari, c'est l'ampleur du champ d'application de la notion de subjectivité politique qui change. Si le territoire de la conflictualité, dans lequel Rancière installe la notion, a de la valeur, c'est parce que dans la subjectivation politique, les humains déjouent les rôles et fonctions sociales dans lesquels ils étaient censés évoluer et qui dessinent une carte des affects partageables et non partageables. Ce territoire, des affects partageables et non partageables, dans le pli de l'électro-hypersensibilité, prend un tour que Rancière ne permet pas de saisir. Or, il faut le saisir, il faut le penser, car s'y articule la notion de subjectivation politique avec celle de culture technique. La voie de subjectivation des électro-hypersensibles est une forme de subjectivation politique par laquelle les significations forment un nœud particulièrement complexe, relevant de la polyphonie. Elle tient ensemble simultanément diverses étapes psychosomatiques, un rapport aux institutions productrices de vérité, médico-techniques en l'occurrence, un cosmos commercial et un rapport agonistique à un ensemble d'objets techniques unis par la propriété d'émettre des ondes. Cette synthèse leur donne l'air fou. Sandré, dans sa narration, en parle d'ailleurs en ces termes. Mais, au moins, les fous sont ensemble. En effet, les électro-hypersensibles de France sont pris dans un agencement collectif d'énonciation constitué dans l'alliance entre la fréquentation des objets techniques douloureux, les autorités associatives, journalistiques, scientifiques pour partie et gouvernementales, et ils sont pris dans une situation personnelle qui dispose l'affect à cristalliser sur cet assemblage. Les objets émetteurs d'ondes, jusqu'alors sous-déterminés symboliquement, deviennent surdéterminés. Et que peut faire la culture technique dans ces conditions? Pour répondre à cette question, aller un peu plus loin, il va être nécessaire de déplacer un peu le cadrage qui est d'ordinaire associé à la réflexion sur la culture technique afin d'expliquer comment peut se contracter cette culture mal technicienne, comme Simondon parlait de civilisation mal technicienne dans son entretien sur la mécanologie.
La technogéographie, contractée par l'électrosensible, pardon, le repérage, par exemple, des antennes relais, la tentative de faire de sa maison une cage de Faraday, celle qui, sous la plume de Cendrée, devenait cage de Farfadet, et l'attention prêtée à toutes les zones d'émission n'est pas tout à fait la technogéographie dont le concept est développé par Simondon. Celui-ci écrit dans Le mode d'existence des objets techniques que l'on promet donc que l'invention concrétisante réalise un milieu technogéographique, condition de possibilité du fonctionnement des objets techniques. La technogéographie des électrosensibles, par contraste, ne procède pas d'un savoir technique véritable, puisqu'on prête aux objets des propriétés qu'ils n'ont pas, et parce que la géographie dont il est question n'est pas non plus le rapport co-individuant de l'objet technique et d'un milieu selon une causalité réciproque à l'occasion d'une invention, de sorte que les électrosensibles requièrent de nous que nous tordions un petit peu le concept de technogéographie. Je le disais plus haut, ce que je vais appeler la relation technogéographique, plutôt que technogéographie, est à la fois sous-déterminée et surdéterminée culturellement. Surdéterminée car notre milieu technogéographique procède historiquement et fonctionnellement d'un vaste collectif d'acteurs. Sous-déterminée car il semble y avoir un degré de contingence incompressible dans la cristallisation symbolique, degré accru, par ailleurs, par l'absence de connaissances communes vis-à-vis du fonctionnement des appareils. L'insertion technogéographique d'un objet technique, qu'il soit, pour Simondon, élément, individu, ensemble ou réseau, ne peut pas être géographique au seul sens de spatial, ne serait-ce que parce que cette insertion admet une clause de non-destructivité de l'objet et du milieu, qui lui donne une dimension normative. Ça, c'est très important chez Simondon, notamment. C'est très important, d'autant que cette normativité de la non-destructivité devrait pouvoir, chez Simondon, devrait pouvoir être expérimentée esthétiquement. En effet, il existe chez Simondon une dimension esthétique normative à la technogéographie. Une esthétique où se joue la rencontre polémique entre, je cite, deux mondes qui ne font pas partie du même système. C'est l'esthétique de la Tour Eiffel, devenue antenne surplombant tout le sud de Paris. C'est l'esthétique du flanc de montagne que Simondon imaginait accompagner les décollages et les atterrissages des avions. C'est une esthétique de la prise de sens et de la connaturalité. Mais c'est tout le problème. C'est bien de cette connaturalité-là que les électrosensibles, euh, de cette connaturalité-là que les électrosensibles, pardon, ne font pas les preuves, puisque leur pire ennemi, c'est l'antenne relais. Comment est-il possible, dans ces conditions, de court-circuiter cette expérience? Simondon fournit quelques causes qui permettent d'expliquer cette rupture dans Psychosociologie de la technicité, en évoquant le repli des techniciens et industriels de l'espace public. Je cite: Si la technique, devenue industrie, se réfugie défensivement dans une nouvelle féodalité de techniciens, chercheurs et administrateurs, elle évoluera, comme le langage et la religion, vers la fermeture, se centrant autour d'elle-même, au lieu de continuer à former avec l'homme un ensemble en devenir. En France, le déploiement du réseau de téléphonie mobile s'est complètement fait dans ce sens, dans les années 80. Et encore aujourd'hui, vis-à-vis de l'électricité en particulier et la technique en général, le diagnostic simondonien reste parfaitement valide. Par exemple, dans les programmes scolaires, l'enseignement général souffre toujours d'un manque d'éducation technique. La spécialisation dans l'enseignement général concerne les sciences, mathématiques, physique, biologie, plus que la technique. Et la culture matérielle ne fait absolument pas partie des programmes d'histoire. Et le cours de philosophie est l'occasion de faire un peu d'analyse des objets techniques, mais dans un temps si court qu'il est difficile d'être ambitieux. Quant au numérique, le discours, pour l'instant, concerne davantage l'apprentissage des usages, de l'IA par exemple, que l'apprentissage du fonctionnement des objets.
Dans ces conditions, ni le parcours scolaire, ni la suite des études, sauf à s'y spécialiser, ne permettent effectivement de développer une compréhension effective de notre milieu naturel d'existence et de notre milieu technique d'existence. L'électricité reste, à ce titre, la grande inconnue. La fée électricité, qui se fait ici démoniaque et fondamentalement agressive dès lors que son mode d'existence est celui du champ électromagnétique, ce même champ dont la modification régulière fait une onde. Repartons de la notion de culture technique. Par culture technique, il faut entendre, aux côtés de Simondon, quelque chose qui n'est pas tout à fait le savoir technique, mais la culture que les groupes humains élaborent à l'échelle des gouvernés plutôt qu'à l'échelle des gouvernants. Dans une analogie avec l'établissement d'une culture littéraire qui aurait besoin de ses sages, la culture technique ne peut se constituer, je cite encore, hein, sans le développement d'une certaine sorte de sagesse. Fin de citation. Le sage de la technique, c'est le technologue, et ces deux figures désormais bien connues par le lectorat de Simondon, que sont l'ingénieur et le technicien. Dans l'espace social, leur tâche est de s'investir dans la production culturelle pour favoriser le développement de la culture et réduire le champ des possibles de l'investissement symbolique, de sorte que celui-ci puisse se faire sans sacrifier à la réalité des objets techniques. Le concept de culture technique et ses personnages regroupent donc un ensemble plus large que le savoir technique qui correspond plutôt à la connaissance des schèmes de fonctionnement. C'est un savoir structural plutôt que génétique. Ces deux connaissances sont en fait nécessaires chez Simondon. La culture technique génétique fournit une appréhension de la possibilité d'évolution et de reprise des objets, fournit le terrain d'expérimentation de la démarche analectique, celle qui ramasse le long du chemin, et se fait constructive indépendamment des seuls rapports de succession, qui sont à la fois déterminants pour la rencontre et sans valeur pour la construction. Le savoir technique, structural, fournit lui une appréhension du fonctionnement des objets, qui empêche certaines interprétations que l'ignorance rend possibles. Par exemple, adosser une symptomatologie et une souffrance réelle à une condition technologique qui n'a pas les moyens d'avoir les effets qu'on lui prête, à tout le moins jusqu'à preuve du contraire. Plus que les autres, les électrosensibles ont conscience de la matérialité du monde des télécommunications. J'y insiste, c'est une spécificité. Ils et elles savent où se trouvent les antennes relais, savent que le Wi-Fi, c'est de la transmission radio. Bref, ils et elles en savent plus, en fait, sur les télécommunications que la plupart des usagers et usagères de smartphones, au moins en France. Cependant, les savoirs qu'ils développent, la culture qu'ils contractent, je l'ai suffisamment dit, je pense, est mal technicienne. Sauf que ce que l'étude de leur cas apporte, c'est de remarquer que l'ignorance ne semble pas ici suffisante pour expliquer ce phénomène. Parce que ce sont des personnes qui se sont renseignées, en fait, sur l'ordre électrique. Si l'ignorance était la cause, Wikipédia saurait les sortir du trouble. Et ceci implique des choses pour les fonctions des sages, garants et garantes de la transmission de la culture technique parmi les membres des groupes humains. Ça a des conséquences pratiques, en fait, de faire ce diagnostic. Cela signifie que les sages, chargés de prendre soin du lien qui unit le groupe humain à son milieu, ne peuvent pas uniquement s'effacer devant le matériel, comme le suggérait par exemple Maria Montessori dans les étapes de l'éducation. Je cite, le matériel est véritablement une substitution au maître enseignant et il enseigne une manière individuelle et intime. Tandis que la parole du maître s'enfuit, le matériel reste présent. Certes, le matériel reste présent. Mais que se passe-t-il lorsque ce matériel ne peut pas être approché? Ou quand les instruments de mesure et la parole médicale sont mis en cause?
alors le matériel ne suffit plus, il faut plus. Pour spécifier les dimensions dont les électrosensibles nous apprennent qu'il faut les tenir ensemble, et pour espérer comprendre et extraire les personnes dans cette situation, de cette situation, pardon, dans laquelle ils souffrent, je propose de recourir aux 3 dimensions du programme pour une réforme de l'éducation de Simondon, une réforme consacrée à l'initiation à la technique. Dans ce texte programmatique, une partie est à l'écran, Simondon décrit 3 dimensions de l'enseignement technique qui sont 3 types de présence. L'opération de construction, la contemplation et l'opération de mise en œuvre. Ces 3 aspects qu'il associe également à des phases du développement humain ont pour effet, dans leur conjugaison, de rendre palpable, je cite, le contrat de l'homme avec le monde. En tant que type de présence, il faut s'y attarder, les 3 dimensions sont donc esthétiques. Elles sont sensibles, au moins autant qu'elles réconcilient le sens du tout et le sens de la partie pour reprendre la fonction de l'esthétique chez Simondon. La contemplation est l'ordre le plus esthétique parmi les 3. Il correspond au sentiment de beauté technique que l'on éprouve face à l'avènement d'un objet et de son milieu. Ce sentiment, qui est décrit comme fondamentalement désirable par Simondon, est rigoureusement inaccessible aux électro-hypersensibles. Dans la contemplation, le rapport produit n'est pas pour eux et pour elles le sentiment de beauté technique qui répond directement à la genèse d'un espace, d'un milieu technogéographique, interne à l'objet et externe à l'objet qui s'y insère, pardon, mais l'expérience directe de la douleur et du tourment qui empêchera ensuite le passage à la 3e étape, la mise en œuvre ou contact avec l'objet ou la machine. Je résume. La contemplation porte en elle l'épreuve esthétique de la compréhension de l'avènement par l'objet ou par le réseau d'une technogéographie par laquelle l'espace, le temps et le sens de la relation générée par cette alliance sont éprouvés. Cette contemplation peut être entravée, rendue impossible par différentes voies de subjectivation politique, comme celle des électrosensibles, qui se constituent dans une relation agonistique vis-à-vis de certains objets techniques. Elle n'a donc pas, cette contemplation-là, elle n'a donc pas toujours suffisamment de traction en elle-même pour accomplir les effets qu'on en attend, à savoir contribuer à l'acquisition d'une culture technique dont la vocation est régulatrice. La condition des électrosensibles nous indique également que l'alliance entre réforme de la subjectivité politique et culture technique est une alliance qui peut ne pas être évidente. Il est probable, par exemple, que ce n'est pas en bricolant que Sandré trouvera de quoi apaiser sa peine. Alors que faire? Premièrement, et c'est une raison d'espérer, il faut tenir compte de ceci que la construction du discours sur les ondes va avec un réel effort pour comprendre et apprivoiser ces objets. Et qu'en ce sens, il existe bien, même parmi les adultes, une demande de culture technique dont le risque est qu'elle soit détournée et exploitée à des fins commerciales, par exemple par la vente d'objets de parade sur le site géotellurique, un exemple à l'écran, dont le modèle commercial consiste encore et toujours à vendre des solutions individuelles à des problèmes qui dépassent de beaucoup cet ordre de grandeur. La demande de lien avec le monde scientifique est également palpable. Cependant, elle l'est selon la figure du refusé, en fait. Un refusé qui adopte les codes et mime le groupe inaccessible. On s'en rend rapidement compte en prêtant attention au style et au type de discours par lequel les produits notamment sont vendus et décrits. Abondance d'acronymes, utilisation de normes obscures, citation de papiers scientifiques,
mise en scène d'un rapport de force entre l'industrie des télécoms ultra puissante s'étant accaparée la presse traditionnelle et études indépendantes, nous retrouvons en fait à cet endroit ce que Naomi Klein appelait un monde miroir dans son texte Doppelganger, écrit en 2023. Monde miroir par lequel elle entendait décrire les sphères complotistes et anti-vax qui ont eu pignon sur rue pendant la pandémie de Covid-19. Deuxièmement, pour ce qui concerne la culture technique des adultes au moins, nous comprenons qu'il faut la penser de manière holistique et garder à l'esprit que la relation que nous entretenons à notre culture matérielle est grosse de bien plus que la question de la matérialité ou du geste efficace. En l'occurrence, on voit ici que s'y cristallise du psychique, du somatique, une forme de prise en charge de l'invisible et des processus de subjectivation politique produisant réellement l'individuation de collectifs dissidents. Le risque majeur de ces collectifs est, comme à l'accoutumée, de se tromper de cible. Se tromper de cible signifie ici, par exemple, exprimer comme Chuck quelque chose de psychologique par le truchement d'un artefact technique. L'artefact endosse cette fonction euh, par analogie pathologique, pour ainsi dire, comme je l'ai suggéré dans mes deux cas. Chuck n'arrive pas à communiquer avec son frère. La communication de la souffrance des enfants ne passe pas. Alors, on somatise sur les technologies de communication une communication qui n'a pas lieu et qui rend douloureuse la fréquentation de ces objets. Se tromper de cible, c'est également exprimer le sentiment de dépossession des personnes à l'égard de leur culture matérielle, dont le développement est caractérisé par un technology push, c'est-à-dire par l'imposition d'un choix technologique à une population qui n'en a pas formulé la demande. C'est ce qu'ont vécu les personnes avec le déploiement de la téléphonie mobile. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans le déploiement agressif des technologies d'IA. Passer par le médical, pour les électrosensibles, c'est aussi en ce sens jouer une autorité contre une autre. C'est plutôt malin. Mais puisque cela impliquait de se tromper sur les effets réels des objets qui heurtent, jusqu'à mettre en cause les outils métrologiques qui permettent à la communauté scientifique, sur la légitimité de laquelle on espérait pouvoir compter, d'interroger les liens causaux défendus par les personnes. Alors l'effet produit par cette erreur est la délégitimation d'un discours que l'on peut aussi comprendre et que l'on peut interpréter comme un refus d'une innovation imposée de l'extérieur et pour laquelle savoir comme culture technique manque. Ce que notre étude apporte, c'est aussi que on peut d'une certaine manière dire qu'une culture adéquate, une culture technique adéquate, pourrait avoir une valeur préventive, peut-être, vis-à-vis de la possibilité même de contracter cette défiance et la symptomatologie associée, mais que l'éducation technique n'est peut-être pas suffisante à elle seule pour sortir les personnes qui sont déjà prises dans ce rapport mal technicien à notre culture matérielle. La question de la subjectivation politique, c'est aussi la question de la déconstruction douloureuse de ce faire-sens dans lequel les personnes comme Sandray ou comme Chuck avaient trouvé une forme de réconfort et un semblant de contrôle. Et faire cela implique un moment de conflictualité. Du point de vue de la prévention, néanmoins, on pourra trouver des ressources dans le projet TISELEC pour technologie de l'information pour une consommation électrique responsable. C'est un projet développé entre 2011 et 2013 et dont l'économiste Nathalie Lazaric fournit une synthèse réflexive dans un article paru cette année, en 2025, dans le numéro 77 de la revue Innovation. Je précise que son objet n'est pas la question de l'électrosensibilité, mais plutôt les conditions d'acceptabilité d'une innovation. Le projet est mis en œuvre
avant le déploiement en France des compteurs Linky, qui sont des compteurs qui envoient des données de consommation aux fournisseurs d'électricité de manière quotidienne. Ce déploiement, à l'époque, avait fait l'objet de vives levées de boucliers et à ce moment-là, les électrosensibles avaient connu une nouvelle époque de publicité. Avant ce déploiement, donc, les chercheuses et chercheurs du projet TISELEC avaient accompagné le déploiement de compteurs dits intelligents auprès de leurs cohortes afin de vérifier si l'accès à la donnée pour le consommateur notamment allait changer les comportements de consommation des foyers qui, il faut le préciser, avaient une marge de manœuvre de ce point de vue, c'est-à-dire les foyers aisés. Le déploiement du projet, près de l'université Sophia Antipolis, concernait aussi bien une commune, la commune de Bio, qu'une entreprise et des élèves de CM1 et CM2 qui ont reçu un ouvrage pédagogique sur l'électricité, dont je précise que je n'ai pas réussi à me procurer un exemplaire ni à avoir des informations sur les activités éventuellement conduites en classe. Le succès des opérations a dépendu, c'est le point de Lazarick, de deux types de confiance. La confiance institutionnelle, qui concerne par exemple le CNRS, l'institution universitaire ou le monde de la recherche, et la confiance de compétence, qui concerne la foi que l'on a dans une personne à pouvoir faire ce qu'elle dit, à connaître ce qu'elle prétend connaître. Celles-ci sont mises à l'épreuve dans les interactions réelles entre les volontaires pour le projet d'une part et les scientifiques d'autre part. Pardon, ce sont des confiances relationnelles qui s'établissent en actes. Ces confiances, peut-être tenues pour acquises par Montessori dans son texte, sont ce qui permet ensuite au matériel de se suffire. Elles permettent de verrouiller pour de bon l'alliance nécessaire entre subjectivation politique et culture technique, tout en nous permettant de ne pas romancer, c'était le point qui m'importait aujourd'hui, ne pas romancer les vertus de l'éducation technique, dont les conditions de possibilité engagent bien plus qu'un simple accès aux objets, afin que le milieu technogéographique, dans lequel se fait l'alliance entre la technique et la nature, et dans lequel se fait le contrat de l'homme avec le monde, puisse être, par celui-là, contemplé, puis arpenté. Merci beaucoup.